Merci Axel pour cette très sympathique présentation. Merci aussi effectivement à Stéphane, à la SCF et aux organisateurs en général de cette journée. Effectivement, c'est participer à des journées jeunes chercheurs. C'est toujours sympathique, ça fait sentir un peu moins vieux, un peu plus jeune. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et cette invitation en plus à ouvrir finalement ces journées. J'ai fait aussi, moi, personnellement, avant tout ça, toutes mes études universitaires à Lille, mais c'était il y a plus de 15 ans, donc malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier de cette journée qui aurait été fort intéressante. Quoi qu'il en soit, je vais profiter donc de ce moment pour vous présenter l'axe principal que mon équipe développe à Gare-sur-Lyon, donc à l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon, et finalement la stratégie que l'on met en place pour rendre des catalyseurs moléculaires hétérogènes dans le but toujours d'améliorer leurs activités et leur sélectivité. Et je vais vous montrer pendant le temps qui m'est imparti comment on arrive à concevoir des solides poreux qui se comportent comme des ligands pour des complexes organométalliques moléculaires, comme des ligands organiques. Donc ces solides, on les a appelés des macroligands poreux. Toujours, l'idée est d'obtenir finalement le meilleur à la fois de la catalyse homogène à l'échelle locale et de la catalyse hétérogène à l'échelle du matériau. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on veut hétérogénéiser des catalyseurs moléculaires? En fait, il y a en premier lieu des considérations pratiques. Car typiquement, des solides sont plus facilement séparés du produit de réaction par filtration, mais également des objets millimétriques, donc comme on voit ici, que ce soit des billes ou des petits granulés, sont beaucoup plus facilement manipulables par un opérateur et peuvent servir également à remplir des réacteurs sans risque de les boucher. En plus, d'un point de vue cette fois plus fondamental, en dispersant les sites actifs et en les séparant les uns des autres, on tend à les stabiliser car on évite des interactions qui pourraient les désactiver. Donc on voit que ça présente quand même un certain nombre d'avantages, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il existe déjà un bon nombre de procédés catalytiques qui sont extrêmement performants et qui sont basés sur des catalyseurs moléculaires homogènes. Donc dans notre cas, pour nos catalyseurs hétérogénéisés, on deviendra uniquement compétitif par rapport à ces systèmes, par rapport à ces systèmes homogènes, que si nos catalyseurs hétérogènes présentent soit une activité qui est unique, donc inatteignable par un catalyseur moléculaire homogène, soit une activité qui est très améliorée. Et c'est ce qu'on va essayer d'avoir à chaque fois avec nos systèmes. Comment peut-on hétérogénéiser donc nos catalyseurs? La voie la plus mature finalement pour cette étape est le greffage de catalyseurs moléculaires ou cette fois comme sur l'exemple ici, de pré-catalyseurs, qui sont des pré-catalyseurs organométalliques, sur une surface oxyde, par exemple une CIS. Je vais vous montrer rapidement deux exemples finalement dans lesquels ce qu'on appelle la chimie organométallique de surface, donc cette façon de greffer des complexes moléculaires à la surface d'oxyde, ici en particulier de silice, a permis de mettre au point des catalyseurs qui étaient uniques par rapport à tout ce qui pouvait exister. Donc, dans ce premier exemple, vous voyez ici un catalyseur, l'immobilisation d'un catalyseur au tantale sur une surface de silide, donc via ici des ponts oxo avec le silicium. Et ce complexe a permis d'activer le diazote, qui était d'une réaction, qui reste encore une réaction qui est extrêmement difficile et très recherchée, en particulier si on veut développer des carburants finalement à base d'azote, des porteurs d'hydrogène. Donc activer l'azote, ça reste quelque chose qui reste très challenging, et ce catalyseur permettait de le faire. C'était vraiment un gain énorme par rapport à ce qui existait. Un autre exemple encore, ici, c'est pour de la catalyse asymétrique.
où en fait, encore une fois, catalyseur supporté sur une silice, un catalyseur organométallique chiral supporté sur une silice. Le groupe de Thomas a montré en fait que le confinement à l'intérieur des cavités de cette silice poreuse induisait une sélectivité améliorée, très nettement améliorée, pour l'hydrogénation asymétrique dans ce cas. Donc, c'était vraiment le confinement sur la surface, donc l'hétérogénéisation finalement de ce catalyseur, qui a permis d'augmenter la sélectivité du procédé catalytique. Donc, avec ces deux exemples, on peut voir qu'effectivement, on peut obtenir à la fois des activités et des sélectivités inédites grâce à l'hétérogénéisation. Mais comme dans toute histoire, ce n'est pas forcément le cas de toutes les hétérogénéisations. Car en effet, en particulier sur ces surfaces oxydes, les hydroxydes de surface ne restent pas forcément anodins et peuvent venir perturber le catalyseur, donc interagir avec le métal du catalyseur, ou même interagir avec les substrats utilisés pour la catalyse, ce qui donne lieu à des réactivités parasites et non désirées. Donc, comme on peut le voir, dans cette chimie organométallique de surface, le précatalyseur ici vient finalement réagir avec un hydroxyde de surface pour rester immobilisé. Et on peut voir donc qu'on a des hydroxydes qui restent dispersés sur toute la surface. Donc nous, dans notre approche, nous n'avons plus envisagé finalement ce type de réactivité. On a voulu sortir finalement de ce concept d'un précurseur organométallique qui vient interagir avec une surface pour rester immobilisé. Et au contraire, on a préféré construire un solide poreux, finalement, autour de notre complexe organométallique, du complexe que l'on veut hétérogénéiser. Et c'est ce type de solide poreux construit autour du ligand organique du complexe qu'on a appelé un macroligand poreux. Alors, comment on construit, quelle est notre stratégie pour construire un macroligand poreux? Tout d'abord, on part du catalyseur qui nous intéresse, soit un catalyseur de la littérature, soit un catalyseur dont on sait qu'il a un potentiel pour une réaction catalytique et dont on aimerait améliorer les performances, en tout cas au moins les consolider. La première étape d'abord est de dériver le complexe au niveau du ligand, de son ligand organique pour pouvoir introduire à partir de ce ligand des nœuds de réticulation qui vont nous servir à créer le solide. Et ces nœuds de réticulation, on a le choix. Ils peuvent être soit purement organiques, soit même inorganiques, comme des clusters d'oxyde de métal. Ensuite, on peut introduire d'éventuels comonomères qui vont avoir deux fonctionnalités. D'abord, ils peuvent nous servir simplement à diluer notre site actif dans la matrice du solide, afin d'avoir des sites réellement bien isolés, ou ils peuvent également nous servir à introduire des fonctionnalités annexes pour jouer sur les propriétés de nos catalyseurs hétérogènes. Ensuite, c'est la réticulation des différents monomères autour des nœuds qui va créer une porosité, pour finir avec un réseau tridimensionnel poreux qui, on le voit ici, joue le rôle du ligand organique pour nos complexes. Donc, on voit qu'ici, le complexe est plus réellement greffé sur une surface, mais il est comme auto-supporté dans le macroligand. Et tous les sites sont parfaitement accessibles par la porosité du macroligand et totalement isolés les uns des autres. Grâce à la stratégie qu'on a mis en place, tous ces macroligands, on peut aussi agir à différents niveaux sur notre site actif. C'est ce que je vais vous montrer dans la suite de cet exposé. D'abord, nous pouvons ajuster les propriétés électroniques dans la première sphère de coordination du métal, en appliquant simplement des règles de la chimie moléculaire. Ensuite, on peut agir aussi sur la seconde sphère de coordination grâce à des interactions supramoléculaires qu'on va générer par le confinement dans la porosité.
Et enfin, grâce à la grande versatilité finalement dans la construction de ces réseaux tridimensionnels, nous pouvons également générer des effets à plus longue distance, donc des effets de réseau, interaction entre différents monomères à longue distance, et cette fois encore dans le but d'obtenir des sélectivités ou des activités qui sont inatteignables par les analogues homogènes de nos catalyseurs. Pour construire nos macroligands, deux grandes familles de matériaux finalement affichent les propriétés qui nous sont indispensables, donc à la fois de porosité, mais également parce qu'elles sont constituées de ces monomères organiques qui vont nous servir de ligands d'ancrage pour nos catalyseurs. Donc, ces deux familles, on a d'un côté les Metal Organic Frameworks, les MOF, et de l'autre côté les polymères organiques poreux, les MOF, donc, sont des solides hybrides cristallins qui sont très, très ordonnés et qui sont faits de clusters inorganiques ici. Souvent, ce sont des cations métalliques ou des polynucléaires comptés par des oxygènes, donc des ligands oxo ou hydroxo, et qui sont reliés par des ligands organiques pour former un réseau poreux. Comme vous pouvez le voir ici sur cette image, on a développé en collaboration des protocoles pour produire certains types de MOF déjà à l'échelle de la centaine du kilogramme. C'est des solides qui, pour nous, sont relativement facilement accessibles. Alors, pour nos macroligands, nous nous sommes intéressés à deux structures à base de zirconium, donc dans le nœud inorganique, et qui comportent le motif bipyridine comme ligand organique, parce que la bipyridine, classiquement, peut servir de point de chélation à un cation métallique pour faire ensuite de la catalyse. D'une part, on a sélectionné une structure avec ce ligand bipyridine, le MOF 253, ici, donc à base de zirconium, qui possède des canaux monodimensionnels. Et d'autre part, on a étudié le MOF qui s'appelle le UiO67 bipyridine, ici, qui lui est aussi à base de zirconium, mais qui possède là des cavités tridimensionnelles. Donc deux topologies différentes pour des MOF qui sont chimiquement et thermiquement très stables. Maintenant, pour les polymères poreux, nous sommes à nouveau partis finalement d'un monomère bipyridine, cette fois complètement organique, et nous avons construit les réseaux par polymérisation. Donc ici, ce sont des réactions de Sonogashira qui nous servent à créer notre polymère, soit en utilisant un nœud qui est complètement plan et délocalisé, et tritopique, comme le tritinibenzène ici, pour des polymères qu'on a appelés BPMP1, ou en utilisant encore comme nœud organique, cette fois un nœud tridimensionnel tétratropique, comme ce tétraphénylméthane, pour former ce qu'on a appelé le BPMP2. On peut également former ce type de polymère pour les préparer directement sous forme de billes. On a déjà une étape de mise en forme qui est déjà gagnée de par la synthèse. Et comparé au MOF, vous pouvez voir ici sur cette vue en 3D qu'effectivement, les polymères poreux sont complètement désordonnés, ne sont pas du tout cristallins. Mais par contre, de par en fait, la formation par uniquement des liaisons carbone-carbone, ça leur confère une meilleure stabilité chimique que les MOF, en particulier face à l'hydrolyse. Donc deux familles avec chacune leurs avantages et finalement leurs inconvénients, mais surtout leurs avantages. Donc maintenant, avec ces idées de macroligands, ces deux familles définies que l'on peut utiliser comme réseau finalement pour construire nos macroligands, je vais vous montrer maintenant comment on a pu combiner à la fois des effets électroniques et contrôler les effets électroniques sur la première sphère de coordination d'un catalyseur organométallique, mais également par la synthèse et la conception rationnelle d'un nouveau système, comment on a pu également gérer des interactions à plus longue distance et la structuration dans nos macroligands pour obtenir un nouveau type de catalyseur qui était encore inenvisageable il y a quelques temps. Ce nouveau catalyseur, on l'a appliqué dans la photoréduction du CO2, qui est une réaction qu'on utilise maintenant un peu comme une réaction modèle
pour certains types de nos catalyseurs en macroligand. Notre but ici est d'utiliser la lumière visible, même la lumière du soleil. Vous pouvez le voir ici sur les photos avec les réactions sous le soleil lyonnais, comme seule, finalement, la lumière du soleil, comme seule source d'énergie pour produire à partir du CO2 de l'acide formique directement, qui peut servir ensuite de vecteur énergétique. L'acide formique est un donneur d'hydrogène liquide transportable qui peut aussi servir de carburant, par exemple, pour les piles à combustible. Donc, pour étudier cette réaction avec nos macroligands, on a introduit sur nos MOF et nos polymères poreux à lithium-bipyridine d'abord un complexe cationique de rhodium CP*, pour générer nos catalyseurs hétérogènes à partir de notre polymère. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est comparer ces catalyseurs hétérogènes, donc qui possèdent des textures et des topologies complètement différentes, on les a comparés à des catalyseurs moléculaires homogènes. Oui, excuse-moi Jérôme. Il y a ton son qui vient un petit peu. Je te suggère de déconnecter ta caméra, peut-être. Okay. Ce sera, on t'entend, mais c'est parfois un peu... On va faire ça. Pas de souci. J'espère que ça ira mieux. Comparer donc nos catalyseurs hétérogènes à des complexes moléculaires homogènes. Donc, comme vous voyez ici, le complexe numéro 2 ici en noir est un homologue finalement de nos polymères poreux, quand le complexe orange ici, numéro 3, avec ces deux fonctionnalités ester, mime finalement les carboxylates présents dans les MOF. Maintenant, pour comparer tous ces catalyseurs entre eux, on a voulu s'attarder finalement plutôt à l'échelle moléculaire de nos catalyseurs et trouver un descripteur permettant d'unifier toutes nos espèces rhodium-bipyridine, à la fois hétérogénéisées et moléculaires. Et on a choisi donc le paramètre de Hammett, qui est quand même un descripteur qui est bien connu, qui décrit l'effet électronique d'un substituant sur un cycle aromatique. Très simple. Un groupement électrodonneur, comme ici, aura une valeur de Hammett plutôt négative, quand un groupement électroattracteur aura un positif. De plus, les différentes valeurs de Hammett pour des groupements sur un même cycle aromatique s'additionnent pour donner une valeur globale pour le ligand. Donc, on a utilisé ce paramètre de Hammett pour décrire l'effet électronique de nos macroligands sur notre site de rhodium. Donc, dans les MOF, de façon intrinsèque, des groupements carboxylates présents sur le bipyridine confèrent une valeur positive assez élevée à nos macroligands, finalement, quels que soient les groupements additionnels qu'on pourrait mettre. Ce qui fait que les MOF ici se situent à des valeurs de Hammett qui sont relativement élevées. Alors que pour les polymères poreux, par contre, les réseaux, les groupes de réseaux sur la bipyridine sont des éthinyles qui ont des valeurs de Hammett beaucoup plus faibles que les carboxylates des MOF. Donc, ça nous permet d'envisager les POP finalement avec des paramètres de Hammett globaux pour nos macroligands. C'est de la même façon pour les complexes moléculaires, qui sont beaucoup plus faibles, proches finalement, même proches de 0. Donc, en ayant tous ces catalyseurs, donc on avait ici 2 polymères poreux, 2 MOF et 3 complexes moléculaires. Quand on a comparé les activités en photoréduction du CO2 de tous nos catalyseurs en fonction du paramètre de Hammett global qu'on avait calculé, eh bien, nous avons trouvé que quelle que soit la nature homogène ou hétérogène du catalyseur, les activités catalytiques mesurées corrélaient quasi parfaitement avec le paramètre d'Hammett. Une très belle corrélation linéaire entre l'activité catalytique ici et le paramètre de Hammett calculé pour le macroligand. Et également que les structures avec le paramètre de Hammett le plus faible donnaient les activités finalement les plus élevées. Ce qui tendait pour nos macroligands à faire privilégier les polymères poreux plutôt que les MOF.
ensemble, ces données montraient que quelle que soit la texture du catalyseur, finalement, l'activité catalytique était uniquement soumise aux propriétés électroniques locales du complexe de rhodium, sans limite de diffusion au sein des solides. On a vraiment les catalyseurs hétérogénéisés qui se comportent exactement comme un complexe moléculaire. Ce qui permet d'envisager finalement la conception de nouveaux catalyseurs hétérogènes plus performants en ajustant les substituants sur les monomères. L'idée, donc, ici, c'est de trouver un comonomère à mettre dans notre macroligand qui permettait d'atteindre une valeur de Hammett plus faible encore, afin d'atteindre des activités plus élevées. Et c'est ce que nous avons fait en concevant un polymère poreux qui portait des groupements aminaux ici sur la bipyridine, des groupements aminaux qui ont une valeur négative de Hammett, ici, moins 0,16 en bêta, pour obtenir finalement un paramètre de Hammett global de notre macroligand plus faible que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va donc préparer le BPMP1 NH2, donc avec un macroligand qui possède un paramètre de Hammett négatif de moins 0,02, donc qui se situe un peu par ici. Malheureusement, je vais dire, quand on a voulu placer sur notre droite de tendance notre nouveau catalyseur hétérogène, eh bien, on s'est aperçu que celui-ci était bien plus bas finalement que la droite de corrélation. Et ce qui se passait également dans le cas d'un catalyseur moléculaire homogène qui portait aussi des groupements aminaux. Donc l'effet ne venait pas de la texture du catalyseur, donc ce n'était pas le fait d'avoir un catalyseur hétérogène qui limitait l'activité, mais en regardant mieux l'écart finalement entre nos points à la droite, on s'aperçoit que l'écart est exactement le même, que ce soit un macroligand homogène ou moléculaire. Et en revenant sur des effets qui étaient décrits dans la littérature, en particulier dans Bemhoff, on a pu confirmer finalement que les ligands aminaux, à la fois du macroligand et du ligand moléculaire, interagissaient avec le CO2 qui était dissous en solution pour former des carbamates. Et quand on a recalculé les valeurs de Hammett des ligands en prenant en compte cette fois plus un amino mais un carbamate comme groupe, les points étaient de nouveau alignés sur notre droite de corrélation. Donc, au-delà finalement de décrire simplement un effet électronique, le paramètre de Hammett nous a également servi à révéler finalement une interaction non prévue et non désirée, surtout, entre le catalyseur et le substrat. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, car on a appliqué finalement le même concept de macroligand avec nos aminos en changeant de réaction, puisqu'on avait une interaction entre le substrat CO2 et le catalyseur. On nous sommes donc intéressés au transfert hydrogène en cétone, donc la réduction de cétone en alcool. Et cette fois, quand on a comparé nos catalyseurs, nous avons bien retrouvé la même corrélation linéaire, mais cette fois avec le catalyseur amino, qui a la valeur de Hammett la plus faible et qui montrait l'activité la plus importante. Donc, on pouvait finalement prédire la plus haute activité en concevant le macroligand avec la valeur de Hammett la plus faible. Donc, pour résumer ce début d'histoire, les solides microporeux comme les MOF ou les polymères poreux peuvent vraiment être utilisés comme des macroligands qui se comportent comme des ligands traditionnels dans les complexes moléculaires, avec l'avantage d'hétérogénéiser finalement la réaction catalytique. Donc, le paramètre de Hammett aussi qui est un bon descripteur de l'environnement électronique. Il nous permet aussi de pouvoir prédire et rationaliser la conception de catalyseurs hétérogènes. Donc, globalement, on a devant nous une série finalement de briques élémentaires qui possèdent chacune une valeur définie, qu'on a décidé d'être la valeur de Hammett. Et comme quand on joue au Scrabble, eh bien, on a assemblé ces briques pour finalement obtenir le matériau catalytique avec les plus hautes performances. Ça peut paraître simple maintenant, mais malheureusement, il y a également d'autres verrous qui nous restent à lever pour concevoir finalement des systèmes qui étaient toujours plus performants. Et pour revenir sur la photoréduction du CO2, donc notre réaction modèle, en fait, on avait, malgré nos améliorations,
quelle que soit l'activité du catalyseur qu'on se fait, nous sommes vite heurtés en fait à la principale limite de système photocatalytique, qui est finalement la stabilité du photosensibilisateur. Donc ici, un complexe de ruthénium trisbipyridine, dont le rôle est de finalement capter les lumières du soleil, les lumières visibles, être excité et transférer un électron au site de rhodium qui va transformer le CO2 en acide formique ou en formol. Et cette finalement instabilité se traduit par une activation du système catalytique qui se produit déjà après 2 heures de réaction. En effet, le complexe photosensible de ruthénium tend à se décomposer assez rapidement sous illumination, ce qui finalement désactive tout le système. Donc, plutôt que de continuer nos efforts sur finalement que le site catalytique, on a voulu cette fois s'orienter sur la partie photosensibilisateur et voir ce qu'on pouvait apporter de plus grâce à nos macroïdes. Pour ça, on a inclus dans notre stratégie des comonomères organiques qui ont la capacité d'être des photosensibilisateurs pour pouvoir générer finalement des photosystèmes complets qui comprennent dans le solide, dans le même solide, le photosensibilisateur et le catalyseur. Nous avons donc développé des polymères poreux qui étaient basés d'une part soit sur ce motif triazine comme nœud de réticulation, soit des macroligands polymériques qui possèdent des pyrènes ou des pyridènes dans leur structure, et toujours en présence de notre motif bipyridine pour y accrocher notre rhodium. Pour les polymères finalement qui contiennent pyrylène et pyrylène, nous avons suivi la même procédure de polymérisation par couplage croisé, ce qui nous a permis d'obtenir une seconde génération de polymères alternés avec le photosensibilisateur et le site bipyridine pour un système tout en un, hétérogène. Donc, sous les mêmes conditions de réaction, donc pour la photoréduction du CO2, quand notre première génération de catalyseurs, donc avec notre catalyseur hétérogène et le photosensibilisateur externe, donc additionnel, se désactive au bout déjà de 2 heures de réaction. On voit ici qu'il n'y a plus d'évolution de la production d'acide formique au bout de 2 heures. Et bien, on peut voir que nos systèmes tout en un hétérogène produisent, eux, en continu de l'acide formique, sans se désactiver. Et le plus performant, finalement, de nos systèmes permet de produire, au bout de 96 heures, 3 grammes d'acide formique par gramme de catalyseur, après donc, 4 jours d'illumination continue en utilisant la lumière visible comme seule source d'énergie. Grâce à une collaboration avec Vincent Deval au Laser, on a pu mettre à jour finalement que cette productivité qui restait inédite trouve sa source finalement dans la structuration du photosystème dans un réseau tridimensionnel, donc notre réseau polymère, qui permet à la fois d'accroître la stabilité du système, mais aussi qui permet une interconnexion optimale et un transfert de charge très rapide entre les unités photosensibles, qui sont excitées par la lumière, et le site catalytique qui va lui transformer le CO2. Donc, c'est vraiment uniquement par la structuration dans un macroligand poreux et à l'ajustement des propriétés électroniques à l'échelle moléculaire au sein du solide qu'on a pu concevoir finalement et observer un nouvel effet synergétique qui a abouti à l'efficacité catalytique ici pour la réduction du CO2. Donc, c'était vraiment la combinaison de différents effets et quelque chose qui peut se faire vraiment qui est inatteignable finalement en catalyse moléculaire simplement avec 2 espèces dissoutes en solution. C'est vraiment cette structuration qui nous a donné ça. Donc, on était vraiment extrêmement heureux de voir que cette stratégie pouvait être très payante. Maintenant, au-delà des effets électroniques de réseau qu'on a pu voir dans l'exemple précédent, je vais vous montrer le dernier exemple de macroligand, cette fois qui fait intervenir des interactions supramoléculaires pour augmenter l'énantiosélectivité d'un procédé catalytique. Donc, on n'est plus vraiment dans des effets électroniques, mais vraiment dans des effets de confinement et des interactions au niveau de la seconde sphère de coordination. Et pour introduire un peu ces systèmes, je vais brièvement vous parler de métalloenzymes artificiels. Les métalloenzymes artificiels sont des enzymes
qui sont des enzymes hôtes dans lesquelles est greffé un catalyseur organométallique. L'enzyme forme un environnement chiral autour de ce catalyseur organométallique et la sélectivité de la réaction catalysée donc, par cette espèce n'est induite en fait que par l'enzyme, donc que par des interactions finalement au niveau de la seconde sphère de coordination du métal qui vont diriger la sélectivité de la transformation. Et notre idée a été donc dans ce cas de substituer cette enzyme, cet environnement chiral symétrique par nos macroligands poreux, et en particulier pour créer un environnement chiral au sein des cavités de MOF. On a mis au point, il y a déjà quelques temps, une méthode de couplage peptidique accélérée par les micro-ondes qui nous permettait de greffer des peptides au sein de nos MOF. Et cette méthode permet d'obtenir des solides fonctionnalisés en à peine quelques heures. Pour aller vers la catalyse, on a donc coordonné sur nos peptides greffés. Ici, c'était ce qu'on appelle le 1101, une structure poreuse assez large, greffée avec la glycine proline, donc 1101 Glipro. On a greffé un complexe arène-ruthénium à l'intérieur, benzène-ruthénium. Ce type de catalyseur peut être particulièrement intéressant pour la réduction asymétrique de cétone par transfert hydrogénant, ici dans l'isopropanol, qui permet de partir de l'acétophénone pour arriver aux différents ionothémères du phényléthanol. Et dans le mécanisme de cette réaction, transfert hydrogénant, la sélection entre la formation de l'alcool S et l'alcool R est induite par l'approche du substrat prochiral face à l'hydrure qui est porté par le ruthénium et au proton par le ligand, avec une différenciation des deux faces de l'acétone. Donc, plus cette différenciation est prononcée, plus l'excès enantiomérique final sera élevé. On a comparé donc, dans cette réaction notre système hétérogène à macroligand, donc dans le 1101, avec son analogue homogène ici, qui comporte ce ligand avec deux fonctions ester qui miment donc, les liaisons du carboxylate. Donc on les a évaluées dans les mêmes conditions dans la réduction de cétone, la réduction de l'acétophénone en phényléthanol dans l'isopropanol. Et on a pu observer que les deux systèmes présentent des activités qui sont modestes mais similaires, mais que le système confiné dans le MOF présente une sélectivité qui est nettement supérieure à celle de son analogue homogène. Et en plus, avec une inversion de la sélectivité. En fait, on voit que pour la même configuration de bipeptide, l'alcool formé avec le MOF est l'alcool S, tandis que l'alcool dans le système homogène est l'alcool R. Pour comprendre l'origine de ce phénomène, notre collègue Caroline Lodraznieks au Collège de France, qui est une spécialiste de la modélisation au sein des MOF, donc nous a modélisé, a créé des modèles computationnels de ce macroligand MOF chiral, donc le macroligand MOF avec le complexe benzène. Et elle a comparé finalement différentes approches possibles du substrat prochial, l'acétophénone, vous voyez avec la flèche jaune ici. Elle a donc évalué les différentes approches et parmi tous les modèles générés, en prenant en compte toutes les conformations possibles du ligand peptidique au sein de la cavité MOF, en fait, il est ressorti que l'approche favorisant la formation de l'alcool S, dans le cas de notre macroligand, était nettement privilégiée en termes énergétiques, et ce, à cause d'interactions spécifiques entre le MOF qui entoure le site catalytique et le substrat acétophénone. Ces interactions spécifiques influencent directement l'approche du substrat vers le site, ce qui peut expliquer la plus grande sélectivité dans nos catalyseurs confinés. Par ailleurs, elle a appliqué la même méthodologie de calcul pour le catalyseur homogène et a montré que cette fois, le catalyseur homogène privilégiait finalement assez faiblement, mais quand même, l'approche de l'acétophénone qui donnait lieu finalement à l'alcool R, soit l'inverse de ce qu'on avait observé dans le MOF. Donc c'était bien le MOF qui est à l'origine à la fois de l'amélioration de la sélectivité, mais également qui est à l'origine de l'inversion de sélectivité. Donc on a pu conclure qu'avec cette adéquation parfaite finalement entre le calcul et l'expérience, que le MOF, qui est utilisé comme macroligand,
pour confiner un catalyseur organométallique, peut lui-même augmenter et diriger la sélectivité de la réaction, voire même inverser ce qu'on pourrait appeler la sélectivité naturelle du catalyseur moléculaire, par des interactions avec le substrat au-delà de la première sphère de coordination du métal. Donc, pour résumer, nos macroligands poreux, MOF ou polymères, font bien plus finalement qu'un simple transfert de la catalyse homogène vers la catalyse hétérogène. Grâce à leur conception moléculaire, on peut agir à la fois sur les effets électroniques de la première sphère de coordination du métal, mais on peut également générer des interactions supramoléculaires dans la seconde sphère de coordination et avoir aussi des effets de réseau étendus et synergétiques. Tout ça pour pouvoir finalement contrôler et obtenir des activités et sélectivités qui restent inédites et inatteignables avec les analogues homogènes. Alors, pour tout ce travail, je veux remercier mon équipe à lire ce lien, en particulier ce qu'on appelle la MOF Team à l'intérieur du groupe ingénierie, doctorants, postdocs et stagiaires qui ont travaillé et travaillent encore pour certains plus directement avec moi. Je remercie également Caroline Mélo-Drazniak du Collège de France pour tous les calculs DFT qu'elle peut faire pour supporter nos concepts. Anne Sage au centre RMN très haut champ de Lyon, qui a développé avec nous la DNP Sense, donc RMN amélioré finalement pour nos solides. Vincent Deval. Également l'ASIR, pour toutes les études, en particulier en spectroscopie transitoire, qui nous ont permis d'atteindre un niveau finalement tous ensemble de compréhension assez fine finalement de nos systèmes. Je remercie le CNRS, l'ANR et l'Europe pour avoir subventionné finalement nos différents projets et je vous remercie pour votre attention.